Le jour de ses 20 ans, Lily Rodriguez s'est retrouvée sans domicile. 6 mois plus tard, elle dormait dans une caravane abandonnée et survivait grâce à la nourriture trouvée dans les stations-service. Elle était invisible aux yeux du monde. Avec ses derniers 40 $, elle a acheté une Harley rouillée que la plupart des gens auraient en jeté. Mais elle voyait les choses différemment. Elle se considérait comme brisée et oubliée, mais toujours là. Quand elle a découvert la mystérieuse gravure cachée sous des décennies de rouille, elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Elle venait de se connecter à une fraternité qui n'oublie jamais. Au coucher du soleil suivant, 97 motos l'entouraient dans la lumière déclinante. L'homme qui s'avança avait les cheveux argentés et le regard orageux, et ces mots la bouleversèrent. Tu l'as ramené à la maison. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, prenez un moment pour vous abonner et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez indiquer l'endroit d'où vous regardez la vidéo. Cela nous aide à voir jusqu'où nos histoires sont diffusées. Revenons maintenant à notre histoire. Le jour de son 20e anniversaire, Lily Rodriguez s'est réveillée avec trois choses. Une caravane rouillée sans électricité, 40 $ en billets de froissés et une faim si intense qu'elle en avait les mains qui tremblaient. La lumière de l'aube pénétrait par les fenêtres cassées en minces rayons pâles, capturant les particules de poussière qui flottaient comme de minuscules fantômes dans l'air vicié. L'odeur de l'huile de moteur et de la pourriture flottait lourdement dans cet espace exigu, se mêlant au bruit lointain de la circulation sur l'autoroute voisine, qui ne s'arrêtait jamais vraiment, mais s'estompait et s'amplifiait comme une respiration. Debout devant un miroir fissuré appuyé contre le mur, elle examina son reflet dans la lumière froide du matin. Des cernes sous les yeux, des cheveux qui avaient besoin d'être lavés, des vêtements qu'elle portait depuis 3 jours. Elle se regardait comme on regarderait une machine laissée trop longtemps à l'air libre. Rouillée, cassée, toujours là. Le billet de 40 $ était posé sur une caisse renversée à côté d'un emballage alimentaire vide et d'un sac de voyage contenant tout ce qu'elle possédait. Pour elle, c'était tout l'argent du monde. C'était tout ce qui la séparait du genre de lendemain qu'elle avait fui toute sa vie. Son estomac se tordait de faim, une sensation devenue si familière qu'elle lui semblait presque normale. Le genre de faim qui commence par une douleur sourde et rend lentement vos mains instables. Vos pensées se dispersent. Elle ramassa les billets et les lissa contre sa cuisse, sentant leur texture usée, sachant qu'ils étaient passés entre trop de mains désespérées. Dehors, le monde s'éveillait à des possibilités auxquelles elle avait cessé de croire depuis des mois. Café et petit déjeuner, des choses simples qui appartiennent aux gens qui ont un compte en banque et un avenir. Elle n'appartenait à aucune de ces deux catégories. Elle ne le savait pas encore, mais la décision qu'elle allait prendre dans les 3 prochaines heures allait amener 97 Harley à sa porte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à 800 mètres de là, un homme était déjà à la recherche de quelque chose qu'il avait perdu 15 ans auparavant. C'était quelque chose qu'elle était sur le point d'acheter au prix de sa survie. Elle avait appris très tôt que le monde classait les gens en deux groupes, ceux qui comptent et ceux qui disparaissent. Elle avait disparu depuis le jour de sa naissance, s'effaçant dans le décor des salles d'attente, des foyers d'accueil et des placements temporaires qui se ressemblaient tous. Si vous vous êtes déjà senti invisible, vous comprendrez ce qui s'est passé ensuite. Restez avec moi. La fin l'emporta. Comme toujours. Elle mit l'argent dans sa poche, lassa ses baskets usées et sortit dans la matinée qui allait tout changer. 6 mois plus tôt, Lily Rodriguez possédait 3 cartons, un guide d'études pour obtenir son diplôme d'études secondaires qu'elle n'avait jamais terminé et un projet qui dura exactement le temps qu'il lui fallut pour atteindre l'âge limite du système d'accueil. À 19 ans et demi, elle se tenait dans le petit appartement de sa dernière coordinatrice de placement, regardant la femme emballer sa vie avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà fait cela trop souvent. Elle ne fuyait pas la maltraitance. Cela aurait été plus facile à expliquer et à justifier aux travailleurs sociaux qui lui demandaient où elle allait, ce qu'elle allait faire et si elle comprenait les ressources disponibles. Elle fuyait quelque chose de pire que la cruauté. Elle fuyait la certitude étouffante d'être contrôlée et transférée dans un autre foyer rempli de filles comme elle. Des filles qui avaient appris que l'espoir coûtait cher et que la confiance était un luxe qu'aucune d'entre elles ne pouvait se permettre. La coordinatrice avait essayé. Il existe un programme de transition. Tu pourrais terminer ton GED, suivre une formation professionnelle
et bénéficier d'un soutien pendant que tu réfléchis à ton avenir. Lily sourit comme elle avait appris à sourire aux adultes bien intentionnés qui ne comprenaient pas. Je vous en suis reconnaissante. Vraiment. Mais elle préférait être seule et libre plutôt que d'être entourée et se sentir piégée. Elle préférait de faire ses propres erreurs plutôt que de vivre dans la sécurité imaginée par quelqu'un d'autre. Le système ne l'avait pas protégée, il l'avait enfermée. Il y avait une différence. Elle avait des compétences que les formulaires d'admission ne connaissaient pas. Elle avait appris la mécanique auprès d'un père adoptif à Amarillo qui se souciait vraiment d'elle. Il lui avait appris comment fonctionnaient les moteurs et que les choses qui semblaient mortes pouvaient parfois être ramenées à la vie avec les bons outils et suffisamment de patience. Il avait été muté au Colorado avant la fin de l'année. Elle ne l'avait jamais revu, mais elle se souvenait de ce qu'il lui avait appris. Elle avait abandonné ses études pendant sa dernière année lorsque son placement avait échoué et que sa nouvelle école se trouvait à 40 minutes en bus. Elle n'en pouvait tout simplement plus. Mais elle lisait sans cesse, de manière obsessionnelle. Son journal était rempli de croquis des motos qu'elle avait vues et de dessins détaillés de leurs moteurs, de leurs cadres et de leurs roues en mouvement. Les motos n'ont pas besoin d'autorisation pour exister. Elles n'ont pas besoin d'approbation pour avancer. Elle voulait vivre comme ça. La dernière chose qu'elle a prise avant de partir était une photo usée. Ici, ça, c'est des Amachani Dersia, glissée au fond de son dossier d'admission. C'était le seul indice sur ses origines avant l'hôpital, avant les foyers d'accueil, avant que le système ne l'engloutisse. Sur la photo, une jeune femme se tenait à côté d'un homme sur une moto. Leur visage était flou à cause du temps et des manipulations. Mais leurs yeux étaient nets. La femme avait les yeux de Lily. Au cours des semaines suivantes, elle l'étudia à la lueur du feu, retraçant des détails qu'elle ne comprenait pas encore. Il y avait un patch sur la veste de l'homme qu'elle n'arrivait pas à distinguer et des lettres gravées quelque part sur la photo. Les bords lui semblaient importants d'une manière qu'elle ne pouvait pas nommer. C'était il y a 6 mois. 6 mois à dormir dans des espaces abandonnés, à rationner les barres granola et à apprendre que la liberté avait un prix que la plupart des gens n'avaient jamais à calculer. 6 mois à devenir invisible d'une manière que seuls les sans-abri de 20 ans peuvent connaître. Assez jeune pour être considéré comme irresponsable. Assez âgée pour se voir refuser l'aide destinée aux enfants. Mais elle était toujours là, continuant d'avancer, continuant de croire malgré tout que les choses cassées pouvaient être réparées si quelqu'un se souciait suffisamment d'essayer. Au lever du soleil, les tas de ferraille se transformèrent en montagnes dentelées de cuivre et d'or, transformant les déchets en quelque chose de presque beau dans la lumière du matin. Lily se tenait devant la clôture grillagée de Max Selvage, regardant le chien de garde faire les 100 pas derrière le portail, tandis que le ciel passait du gris à l'ambre. Il aboyait beaucoup, mais ne représentait aucune menace réelle. L'odeur de la rouille, de l'huile et de la rosée matinale sur le métal emplissait ses poumons. Au loin, les oiseaux s'appelaient les uns les autres, tandis que la circulation fredonnait son éternel refrain sur l'autoroute. Elle avait payé 5 $ pour jeter un coup d'œil. 5 de ces 40 $. Cela semblait imprudent, mais elle se souvint alors que l'imprudence était tout ce qui lui restait. Le propriétaire de la casse, un homme nommé Mac, qui semblait avoir une 60aine d'années et à qui il manquait 2 doigts à la main gauche, l'étudia d'un regard entendu qui l'a mis sur la défensive. « Vous cherchez quelque chose en particulier? »« Un moyen de transport, répondit-elle. Quelque chose de bon marché qui roule, ou qui pourrait rouler. » Il rit, mais sans méchanceté. « Bonne chance pour trouver ça ici. » La plupart des objets étaient des pièces détachées et des souvenirs, mais il ouvrit quand même la porte. La chaleur commençait déjà à monter alors qu'elle se frayait un chemin à travers le labyrinthe de métal, de caoutchouc et de verre. Elle passa devant des châssis de voitures rouillés et des bateaux qui n'avaient pas vu l'eau depuis des années. Elle passa devant des appareils électroménagers dont les portes étaient ouvertes, comme des bouches gelées et hurlantes. Le bruit du métal qui craquait, se dilatait et se stabilisait dans l'air chaud donnait à l'endroit une atmosphère étrangement vivante et hantée. Enfouie sous des pièces de bateaux et de vieilles machines à laver, elle la trouva cachée de manière si délibérée qu'il s'agissait moins d'un stockage que d'une tentative de s'assurer qu'elle ne soit jamais trouvée. Une moto, une Harley Davidson. À première vue, la plupart des chromes étaient recouverts de rouille brune, et le réservoir avait la couleur du sang séché.
C'était une Harley-Davidson FLH Electra Glide de 1972. Elle le savait parce qu'elle avait suffisamment étudié les magazines de moto dans les salles d'attente pour reconnaître le cadre. La plaque d'immatriculation était pliée vers l'arrière, délibérément repliée comme pour cacher les chiffres. Un rétroviseur était brisé et l'autre avait complètement disparu. Le réservoir était brun-rouille, mais la structure du cadre sous-jacente semblait intacte et solide. Elle semblait attendre une fraction de seconde que le soleil éclaire ce qui restait du chrome. La moto semblait presque vivante. Mac apparut à côté d'elle, essuyant la graisse de ses mains. Ce truc est là depuis que j'ai acheté cet endroit. 15 ans, à peu près. Elle roule? Elle n'a pas fait un bruit pendant tout ce temps. Certaines motos sont hantées. Celle-ci l'est certainement. L'avertissement aurait dû l'effrayer. Au contraire, cela la rendit plus déterminée. Elle comprenait les fantômes. Elle avait vécu avec eux toute sa vie. Combien? Il l'étudia à nouveau. Il la regarda vraiment. Ses vêtements usés, sa dent manquante, le défi dans ses yeux, né du fait qu'elle n'avait plus rien à perdre. 75. Son cœur se serra. Elle sortit les billets froissés de sa poche, 42 dollars en tout, et les tendit. C'est tout ce que j'ai, dit-elle. Max fixa l'argent dans sa paume. Son expression changea. De la reconnaissance peut-être, ou un souvenir. Il prit les billets lentement, comme s'ils pesaient plus lourd qu'il ne le devait. Tu as de la famille? Demanda-t-il. Quelqu'un qui sait que tu as acheté ça. Non. Quoi? Longue pause. Le matin s'étirait autour d'eux. Finalement, faites juste attention. Quelqu'un pourrait venir le chercher. Elle aurait dû lui demander ce qu'il voulait dire. Elle aurait dû lui demander pourquoi le propriétaire d'une casse automobile la mettait en garde contre une moto qui n'avait pas bougé depuis 15 ans. Elle aurait dû s'éloigner de tout cela et acheter plutôt de la nourriture. Quelque chose de pratique. Quelque chose de sensé. Mais le soleil se reflétait à nouveau sur le chrome, transformant la rouille en ambre. Pendant une fraction de seconde, la moto sembla respirer, comme si elle l'attendait spécifiquement. Peut-être qu'elle n'achetait pas seulement un moyen de transport. Peut-être qu'elle achetait une possibilité. Max savait quelque chose qu'il ne disait pas. Son avertissement n'était pas aléatoire. Si vous croyez que les étrangers nous protègent parfois d'une manière que nous ne comprenons pas, alors cette histoire vous le prouvera. Continuez à regarder. Elle acheta la moto, et avec elle, tout ce qui y suivit. Le soleil de midi brillait comme un jugement divin, transformant l'accotement de l'autoroute en un ruban scintillant qui déformait le monde devant elle. Lily poussait la Harley en avant, centimètre par centimètre. Sa chemise était complètement trempée de sueur, et ses mains étaient couvertes d'ampoules à force de serrer le guidon. 3,7 km, c'était la distance entre Max Salvage et le parc de caravanes. Elle comptait chaque dixième de kilomètre. Les voitures klaxonnaient en passant. Certaines klaxons semblaient curieux, d'autres moqueurs. Quelqu'un cria quelque chose qu'elle ne put entendre à cause du sang qui battait dans ses oreilles, et elle en fut reconnaissante. Une voiture ralentit et un homme se pencha par la fenêtre avec un sourire qui lui donna la chair de poule. Elle lui fit signe de partir avec son meilleur regard, n'essayait même pas, jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Ses jambes tremblaient. Sa vision était brouillée par la chaleur, l'épuisement et le genre de douleur physique qui vous fait remettre en question tous les choix qui vous ont mené là. Elle dut s'asseoir sur le trottoir et se reposer 2 fois. Elle avalait de l'air qui semblait trop chaud pour respirer et se demandait si c'était peut-être la façon dont l'univers lui disait qu'elle avait finalement poussé sa chance trop loin. Elle pensa à laisser la voiture sur le bord de la route et à s'en aller à pied. Elle perdrait 40 dollars, mais elle survivrait. Elle avait toujours survécu. C'était ce qu'elle faisait. C'était tout ce qu'elle faisait. Mais abandonner la moto, c'était comme s'abandonner elle-même. C'était comme renoncer à l'espoir obstiné et illogique que les choses cassées pouvaient être réparées et que la rouille pouvait être nettoyée pour révéler quelque chose qui valait la peine d'être sauvé en dessous. Ses jambes brûlaient. Sa vision était trouble, mais elle continuait à avancer. Un homme dans une camionnette s'est arrêté devant elle. C'était un Latino, peut-être âgé de 50 ans, avec des yeux gentils et des mains usées par le travail. « Vous avez besoin d'aide? » lui a-t-il demandé. Tous les instincts qu'elle avait développés au cours de 20 années passées à apprendre à ne pas faire confiance lui criaient de refuser. Ça va. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce qu'elle avait dit, puis a roulé environ 100 mètres.
Elle le regarda s'arrêter, sortir et poser quelque chose sur un poteau de clôture. Puis il repartit sans se retourner. Lorsqu'elle arriva au poteau de clôture, elle trouva une bouteille d'eau fraîche qui l'attendait, avec de la condensation encore accrochée au plastique. Il n'avait pas attendu ses remerciements et n'avait rien demandé en échange. Il lui avait simplement offert un moment d'humanité avant de repartir. Elle but la moitié de la bouteille et pleura pendant 1 minute, juste assez longtemps pour lui rappeler que la gentillesse existait, même quand elle avait l'impression que le monde l'avait oublié. Lorsqu'elle arriva au parc de Caravan, le soleil était au zénith et pesait sur elle comme un poids insupportable. Les résidents du parc de Caravan la regardaient depuis leur porche. Madame Chen secoua lentement la tête, dans un geste qui exprimait à la fois la déception et l'inquiétude. Des adolescents avaient sorti leur téléphone pour filmer. Elle pouvait entendre leurs commentaires. Une folle a acheté un vélo cassé. Ça va faire le buzz, cria une femme depuis le seuil de sa porte. C'est ce qui arrive quand les enfants se croient plus intelligents qu'ils ne le sont. Ces mots la blessèrent, mais elle continua d'avancer, de pousser. Les roues du vélo raclaient et s'accrochaient à chaque fissure du trottoir, émettant un crissement comme si le monde entier annonçait son échec à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Elle finit par atteindre sa caravane et s'effondra sur les marches. Elle appuya le vélo contre le revêtement métallique, où il se posa avec un bruit semblable à un soupir. Elle avait réussi. Ils avaient tous les deux réussi contre toute attente à parcourir des kilomètres qui semblaient plus longs que la distance réelle. Ils avaient tous les deux survécu un jour de plus. Le soleil de fin d'après-midi adoucissait les contours de tout, transformant la caravane dorée comme seule la lumière déclinante peut le faire. Lily s'assit à l'ombre projetée par sa caravane tandis que le vélo était exposé en plein soleil. Elle utilisa du liquide vaisselle et un T-shirt déchiré pour nettoyer 15 ans de négligence. La saleté s'en alla en coulées sombres, révélant le métal en dessous. Le chrome, caché sous la rouille et la crasse, commença à apparaître petit à petit, comme si elle effaçait des années que quelqu'un d'autre avait vécues. Elle travailla méthodiquement, comme on le lui avait appris. Commencez par le haut et descendez progressivement. Ne vous précipitez pas, laissez la moto vous raconter son histoire. Le guidon s'est nettoyé mieux que prévu. Les rétroviseurs, ou ce qu'il en restait, ont commencé à briller. Le réservoir a pris plus de temps et a nécessité plus de pression et de patience. C'est alors qu'elle les a trouvés. 3 lettres, profondément gravées dans le cadre près du support du moteur, sont apparues lorsque la saleté s'est détachée. En dessous, en lettres plus petites, presque effacées par le temps, on pouvait lire YTM. Libre Ousmane 07. Lily suivit les lettres du doigt, sentant la profondeur de la gravure. Ce n'était pas une plaque d'immatriculation personnalisée. Ce n'était pas une décoration ou un graffiti fortuit. Ces lettres avaient été gravées avec intention, force et signification. C'était une revendication, une déclaration. Cette moto avait été marquée comme appartenant à quelqu'un d'une manière qui était censée durer éternellement. Son cœur se mit à battre plus fort, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle sortit la photo usée de son sac de voyage. Elle l'avait depuis toujours. On y voyait une jeune femme debout à côté d'un homme sur une moto. Leurs visages étaient trop effacés pour être reconnaissables. Ils avaient été abîmés par le temps et les manipulations. Mais la femme avait les yeux de Lily. Elle l'avait toujours su. L'homme avait quelque chose sur sa veste, un écusson qu'elle n'avait jamais réussi à distinguer clairement. Elle fixa la photo, puis la moto, puis à nouveau la photo. Était-ce possible? Était-ce la même moto? Les mêmes personnes? La même histoire qu'elle avait portée en elle toute sa vie sans en connaître les mots? Elle n'avait pas de réseau téléphonique. Elle n'en avait pas les moyens. Mais la laverie à 2 pâtés de maison offrait une connexion Wi-Fi gratuite à condition de se tenir suffisamment près du bâtiment. Elle prit la photo et partit. La connexion Wi-Fi était faible et ne cessait de se couper, mais elle parvint à faire une recherche. JTM Harley-Davidson 2007. Les résultats étaient vagues au début. Des messages sur des forums concernant des écrivains disparus, des discussions sur des affaires classées, des personnes qui avaient disparu dans le genre d'obscurité américaine qui engloutit les histoires tout entières. Puis un résultat ressorti. La légende des Hells Angels avait disparu. Section du Texas. L'article commença à se charger, puis s'arrêta. Le Wi-Fi mourut. Elle se tenait dans le parking alors que le soleil se couchait derrière sa caravane cassée.
Elle avait l'impression d'avoir ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à 800 mètres de là, dans un clubhouse qui sentait le cuir et l'huile de moteur, un téléphone sonnait. Elle ne savait pas qu'un homme aux cheveux argentés et aux yeux couleur nuage d'orage fixait une photo qui venait de lui être envoyée par SMS. C'était une photo de 3 lettres gravées dans un cadre, des lettres qu'il avait passé 15 ans à essayer de trouver. Alors que le soleil se couchait derrière sa caravane brisée, elle savait seulement que l'air semblait plus lourd, comme si une tempête se préparait quelque part au-delà de l'horizon. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un était déjà sur la route, déjà en approche, déjà tout proche. Au lever du soleil, 97 moteurs seraient en train de chauffer. Au coucher du soleil, sa vie ne serait plus jamais la même. Lily était seule parce que le système l'avait laissée tomber. Elle survivait parce que personne ne l'avait aidée. Si vous pensez que les jeunes méritent mieux que d'être abandonnés, abonnez-vous. Si vous pensez qu'elle mérite de savoir qu'elle n'est plus seule, laissez un commentaire. Ce qui se passe ensuite prouve que la famille ne se résume pas à des liens du sang. C'est ceux qui sont là pour vous. La lumière du soir peignait le clubhouse de l'ouest du Texas de la couleur du whisky et du miel, chaude et dorée, filtrant à travers les fenêtres, donnant sur des rangées de Harley-Garry comme des soldats en formation. À l'intérieur, l'air sentait le cuir imprégné d'années de poussière de route, l'huile de moteur qui s'était infiltrée dans le sol en béton et le café fort, car un café faible serait une insulte pour ces hommes qui menaient une vie difficile. Jackson Maddox, connu sous le nom de Stone par tous ceux qui le connaissaient, était assis à une table en bois abîmé, étudiant des documents qui ne l'intéressaient pas. Ses cheveux argentés reflétaient la lumière d'une manière qui le faisait paraître plus âgé que la cinquantaine. Son visage était marqué par le soleil et la perte, sculpté par des années passées à scruter l'horizon et à rechercher des choses qui restaient perdues. Il était président des Hells Angels de l'ouest du Texas depuis 12 ans, depuis que ce poste lui était revenu par défaut lorsque son frère aîné avait disparu. Son téléphone vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. Mac, le propriétaire de la case qui avait quitté le club après un accident qui lui avait coûté 2 doigts et la plupart de ses nerfs, avait écrit « Stone, tu dois voir quelque chose. Je t'envoie une photo. » La photo se chargeait lentement, pixel par pixel, comme si le téléphone hésitait à lui montrer ce qui allait suivre. « 3 noires lettres gravées dans le métal rouillé et révélées par un nettoyage récent. La main de Stone trembla, pour la première fois en 15 ans. Marcus Williams avait appelé Crow pour des raisons qui remontaient à une nuit dont personne ne parlait plus. Il leva les yeux de la chaîne de vélo qu'il était en train de réparer. « Patron, ça va? » Stone ne pouvait pas parler. Il se contenta de tourner le téléphone pour que Crow puisse voir. Crow se leva si rapidement que sa chaise racla le béton. « Non, ce n'est pas ça. D'où vient-il? Max dit qu'une fille l'a acheté. Elle a 20 ans, elle est seule et elle a dépensé ses derniers 40 $ pour l'acheter. » La voix de Stone était rauque, comme si quelque chose avait été traîné sur du gravier. « C'est le vélo de James. Quelqu'un a trouvé le vélo de James. James Thomas Maddox. JT, pour tous ceux qui l'aimaient, le frère aîné de Stone, de 3 ans son aîné, le meilleur moteur que Stone ait jamais connu, le meilleur homme que Stone ait jamais connu. C'était le genre de personne qui illuminait une pièce dès qu'il y entrait. Il vous faisait croire que tout était possible. Il ne rencontrait jamais d'inconnus, car après 5 minutes de conversation, tout le monde faisait partie de sa famille. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, il roulait dans une tempête de poussière en 2007. Il avait 18 ans et fuyait quelque chose dont il ne voulait pas parler. La moto a disparu avec lui. Ils l'ont cherchée pendant 2 ans, puis 5 ans, puis 10 ans. Ils ont supposé qu'elle avait été volée, vendue pour ses pièces, ou détruite dans un atelier de démontage quelque part entre le Texas et n'importe où ailleurs. Stone n'a jamais cessé de le chercher. Perdre son frère a été difficile, surtout sans savoir ce qui s'était passé. C'était une blessure qui ne guérissait pas. C'était ce qui le réveillait à 3 heures du matin et le poussait à sortir juste pour respirer. 15 ans sans savoir. 15 ans à se demander si JT était mort seul et effrayé, appelant une famille qui n'était jamais venue. « Où est-elle maintenant? » demanda Stone. « Dans un parc de caravanes à l'extérieur d'Abilene. Des filles qui vivent dans la rue. Vraiment dans la rue. Mais elle a acheté cette moto comme si c'était important. » Stone se leva.
Nous partirons à l'aube, tous ensemble. Crow cligna des yeux. Patron, tous ensemble. Pour un vélo. Stone le regarda avec des yeux qui avaient trop vu, trop supporté et trop porté pendant trop longtemps. Pas pour un vélo. C'était pour ceux qui s'étaient souciés de le sauver alors qu'ils n'avaient rien. Stone ne dit pas toute la vérité à ses hommes. Il ne leur dit pas que la disparition du vélo de JT n'était pas une coïncidence, qu'il y avait des gens qui voulaient qu'il disparaisse, qui voulaient effacer les preuves, qui voulaient que l'histoire meure avec la tempête. Le retrouver maintenant, après 15 ans, pouvait signifier que quelqu'un avait finalement commis une erreur. Il leur dirait quand ils arriveraient, une fois qu'ils sauraient que la fille était en sécurité. Pendant ce temps, dans une caravane sans électricité, Lily était assise à la lueur d'une bougie, étudiant la photo qui l'avait accompagnée pendant 20 ans d'incertitude. La femme sur la photo avait les yeux de Lily. L'homme avait son bras autour d'elle comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et quelque part dans l'arrière-plan délavé, à peine visible, se trouvaient des lettres qui semblaient avoir été gravées dans le métal. Des lettres qui pouvaient former les initiales GTM. Et si la moto n'était pas là par hasard? Et si elle l'appelait, tout comme la photo l'avait attirée vers cette caisse automobile? Et si l'univers essayait de lui dire quelque chose qu'elle en avait trop peur d'entendre? Elle s'endormit sans savoir qu'à 800 mètres de là, 97 hommes se préparaient à partir. Elle ne savait pas qu'à l'aube, tout ce qu'elle croyait comprendre sur la solitude était sur le point de changer. L'aube se leva, pâle et dorée, sur le parc de caravanes, transformant la rosée de l'herbe en diamant et peignant le monde d'une douce lumière qui promettait une chaleur qui allait arriver, mais qui n'était pas encore là. L'air frais et pur transportait des odeurs de la terre humide et de l'huile de moteur. La distance et les possibilités. Le trafic routier au loin se réveillait. C'était un bourdonnement sourd qui ne s'arrêtait jamais, changeant simplement de vitesse alors que le monde se souvenait comment bouger. Lily se réveilla au son des oiseaux. C'était peut-être un oiseau moqueur, chantant avec insistance et de manière variée depuis les lignes électriques qui s'étendaient au-dessus du parc de caravanes comme des cicatrices dans le ciel. Elle utilisa le reste de son eau pour se laver le visage. Elle rationnait ce qui lui restait, car pour se réapprovisionner, il fallait marcher jusqu'à la station-service, ce qui demandait une énergie dont elle n'était pas sûre de disposer. Elle compta l'argent qui lui restait. $0. Les $40 avaient disparu, dépensés pour une moto qui n'avait pas bougé et qui ne bougerait peut-être jamais. Elle mangea la moitié d'une barre granola et garda le reste pour plus d'anticipation quand ce serait, avant de sortir pour regarder à nouveau la moto. À la lumière du matin, elle constata que le nettoyage qu'elle avait effectué la veille avait porté ses fruits. Le chrome qu'elle avait mis à nu reflétait le soleil et le renvoyait, transformé. Il ressemblait presque à de l'espoir. Les lettres GTM semblaient plus profondes, plus réelles et insistantes, comme si elles essayaient de lui dire quelque chose. Madame Chin sortit tôt, plus tôt que d'habitude, et regarda Lily différemment. Pas avec le jugement de la veille, mais avec autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Fais attention aujourd'hui, ma fille. » Lily leva les yeux, surprise. « Pourquoi? » Madame Chun se contenta de secouer la tête. « Reste près de chez toi. » Elle rentra sans donner d'explication, laissant Lily debout dans l'air frais du matin, se demandant ce que cela signifiait. Elle se demanda si la vieille femme savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle se demanda si les avertissements venaient de personnes qui avaient vécu assez longtemps pour reconnaître le danger avant qu'il ne survienne. C'est alors que Lily le sentit. Une vibration si subtile au début qu'elle crut l'imaginer. C'était comme si le sol lui-même tremblait, comme si quelque chose de profond sous terre bougeait, se réveillait et se rapprochait. La tasse de café posée sur le seuil de la caravane se mit à vibrer contre le métal, légèrement, mais suffisamment pour être perceptible. Les oiseaux s'envolèrent tous en même temps des lignes électriques. Il y eut une soudaine explosion d'ailes et de panique qui assombrit brièvement le ciel. Les chiens de tout le parc de caravanes se mirent à aboyer. Ce n'était pas un aboiement enjoué. C'était le genre d'aboiement qui venait de l'instinct, de quelque chose d'ancré dans leur ADN, reconnaissant qu'un événement important approchait. Le son passa d'un tonnerre lointain à une tempête qui se rapprochait. Il était grave et profond, devenant plus fort à chaque seconde. Lily resta figée et confuse, regardant ses voisins sortir sur leur porche avec des expressions allant de la curiosité à la peur.
Des adolescents pointaient du doigt de la route, leur téléphone déjà sorti et prêt à enregistrer. Bon sang, à travers la chaleur chatoyante du soleil levant, des formes apparurent, des silhouettes sombres qui devenaient plus nettes à chaque seconde qui passait. Le chrome reflétait la lumière du matin comme du feu. Ce n'était pas une seule moto, ni même 10. Il y en avait des dizaines, un nombre impossible qui augmentait à mesure qu'elles approchaient. Le cœur de Lily se mit à battre à tout rompre. Elle regarda la moto, les lettres GTM et la mystérieuse gravure qui lui avait semblé importante hier, mais qui lui semblait désormais dangereuse. Ils viennent de la chercher. Ils viennent chercher la moto. Elle envisagea de courir vers la caravane, de verrouiller la porte et de se cacher, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Elle envisagea de courir dans les champs derrière le parc, mais cela signifierait s'exposer, être poursuivie et admettre qu'elle avait volé quelque chose dont elle ne savait pas qu'il s'agissait d'un objet volé. Elle resta figée sur place. 97 motos entrèrent dans le parc de caravanes en formation parfaite. Elles n'étaient pas agressives, mais elles étaient impressionnantes et inévitables. Elles formèrent un large demi-cercle autour de sa caravane, leur moteur tournant au ralenti à l'unisson pour créer un battement de cœur tonitruant qui vibrait à travers le sol et dans sa poitrine, rendant la respiration impossible. Le soleil derrière eux créait des silhouettes, des formes sombres éclairées par le feu du matin. Lily ne pouvait pas encore voir les visages, seulement les silhouettes, les contours d'hommes venus chercher quelque chose. Et ce quelque chose se trouvait juste derrière elle. Madame Chun laissa tomber sa tasse de café. Le bruit de la céramique qui se brisait résonna dans le silence soudain qui s'était abattu sur tout le reste. Les adolescents filmaient avec des mains tremblantes. Leur moquerie précédente avait fait place à quelque chose qui s'apparentait davantage à de la crainte. Le gérant du parc de caravanes était au téléphone, appelant probablement la police et toute autre personne susceptible de comprendre la situation. Quelqu'un a crié « Rentrez à l'intérieur ». Mais Lily ne pouvait pas bouger. Elle pouvait à peine respirer. 37 Hells Angels, une jeune fille de 20 ans, une moto qui valait plus que ce que tout le monde imaginait. C'était le moment où tout a changé. Les moteurs se sont arrêtés un par un. Chaque silence qui suivait était en quelque sorte plus bruyant que le bruit précédent. Le silence soudain pesait comme un poids, comme une attente, seulement rompu par le vent qui soufflait entre le chrome, le cuir et la respiration saccadée de Lily. Elle pouvait entendre les battements de son cœur et les sentir dans sa gorge, ses poignets et ses tempes. Un homme retira lentement et délibérément son casque, lui laissant le temps de le voir clairement. Ses cheveux argentés reflétaient la lumière du soleil, comme une couronne précieuse gagnée à travers la souffrance. Son visage était marqué par le soleil et le chagrin. Il était sculpté d'expériences qui n'avaient pas besoin d'explication. Elles étaient écrites dans le langage des routes parcourues et des pertes subies. Ses yeux gris tempête étaient intenses et inquisiteurs. Son gilet en cuir était couvert de patchs et d'épinglettes qui racontaient des histoires qu'elle ne pouvait pas lire. Des années sur la route, des années de fraternité, des années à la recherche de quelque chose. Il s'avança avec autorité, mais sans agressivité. Ses bottes crissaient sur le gravier. C'était le seul bruit dans tout le parc de caravanes. Il s'arrêta à 3 mètres de Lily, sans la regarder au début. Il regarda la moto. Son expression se fendit pendant une seconde. La douleur, la reconnaissance et l'incrédulité balayèrent son visage comme des vagues. C'était comme s'il voyait quelque chose qu'il avait cessé de croire revoir un jour, quelque chose qu'il avait pleuré, enterré et essayé d'oublier pendant 15 ans. Où l'as-tu trouvé? Sa voix était calme et grave, reflétant le poids de quelqu'un qui avait l'habitude d'être obéi mais qui choisissait malgré tout la douceur. La voix de Lily tremblait. « Je l'ai acheté dans une calèche. Il est à moi. Je ne suis pas ici pour te le prendre. Alors pourquoi es-tu ici? » Il croisa enfin son regard avec une expression presque bienveillante. « Parce que cette moto appartenait à mon frère et que nous la recherchons depuis 15 ans. » Lily se prépara. Elle attendit la menace, la violence, l'ordre de la lui remettre ou d'affronter des conséquences auxquelles elle ne survivrait pas. Elle attendit que le monde lui enlève une chose de plus, comme il l'avait toujours fait. Au lieu de cela, sa voix s'adoucit. « Comment vous appelez-vous? »« Lily. »« Lily, Lily. »« Rodriguez, Lily. » Il prononça son nom comme s'il avait de l'importance, comme si elle avait de l'importance.
Je m'appelle Jackson Maddox, on m'appelle Stone. Il fit un geste vers les hommes derrière lui. 97 visages observaient cet échange avec des expressions allant du chagrin à l'espoir. Voici ma famille, et vous venez de faire quelque chose que nous n'avons pas pu faire pendant 15 ans. Tu as ramené mon frère à la maison. La confusion l'envahit. Je ne comprends pas. Ce n'est qu'une moto. Une moto cassée. Un autre homme s'avança. Il était plus jeune que Stone, mais son visage était buriné et ses yeux avaient vu des choses qu'il ne pouvait oublier. Ce n'est pas seulement une moto, petite. C'est un héritage. Et tu te tiens devant 97 hommes qui protègent cet héritage. Stone s'accroupit près de la moto et passa tendrement la main sur la gravure, serrant la gorge de Lily. JTM, James Thomas Maddox, mon frère aîné. Le meilleur moteur que j'ai jamais connu. Le meilleur homme que j'ai jamais connu. Sa voix se brisa sur les mots « c'est brisé comme du verre sous la pression ». La dernière fois que quelqu'un l'a vu, il roulait dans une tempête en 2007. La moto a disparu avec lui. Nous l'avons cherché pendant 2 ans, puis 5, puis 10. Après 15 ans, il se tenait plus droit qu'elle ne l'avait imaginé, portant un poids qui n'était pas physique. On cesse d'espérer, on se contente de se souvenir. « Je suis désolé, murmura Lily. Je ne savais pas, j'avais juste besoin qu'on me dépose. » Elle se retint de dire « sans abri », d'admettre toute la vérité sur son désespoir. Stone l'étudia, la regarda vraiment. Il vit ses vêtements usés, lavés dans des éviers, sa silhouette mince, résultat de repas rationnés, les vieilles ecchymoses sur son bras, causées par le fait de pousser le vélo jusqu'à la maison, et la défiance dans ses yeux, née du fait qu'elle n'avait plus rien à perdre et qu'elle avait choisi de survivre malgré tout. « Tu survis, dit-il doucement. Je sais à quoi ça ressemble. » Lily fit alors quelque chose d'impulsif, quelque chose qui n'avait aucun sens, mais elle avait passé 20 ans à chercher des réponses. C'était peut-être la raison. Elle courut dans la caravane, prit la photo dans son sac de voyage et revint, haletante. « C'est lui? C'est votre frère? » Stone prit la photo. Sa main tremblait, les 97 hommes formant un demi-cercle se tuant, comme si le monde entier retenait son souffle. « Où avez-vous trouvé ça? C'est la seule chose qui me reste de mon passé. J'ai été abandonné quand j'étais bébé. C'était parmi mes affaires à l'hôpital. » Stone désigna la femme sur la photo d'un doigt tremblant. « C'est Maria Rodriguez. Maria Rodriguez. » Il regarda Lily d'un œil nouveau, voyant quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Les pièces d'un puzzle éparpillé depuis 20 ans se mirent en place, et il comprit. C'était la petite amie de JT. Elle avait disparu en même temps que lui. Le monde de Lily bascula. Ses genoux fléchirent. Le sol sembla soudain instable sous ses pieds. Stone la rattrapa par le bras. D'une main ferme et forte. Doucement, respire. Crow, l'homme, apporta de l'eau dans une gourde et la lui tendit avec des mains douces malgré leur taille. Les autres hommes restèrent en retrait, lui laissant de l'espace, mais la regardant avec des expressions qui étaient passées de protectrice à autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Se pouvait-il qu'il soit... Lily pouvait à peine former les mots. Serait-ce mes parents? Stone serra les mâchoires, non pas de colère, mais d'un sentiment plus lourd encore. Le chagrin, l'espoir et le poids terrible des possibilités se mêlaient. « Je ne sais pas, dit-il, mais nous allons le découvrir. » Lily pensait être seule au monde. Elle pensait que personne ne se souciait d'elle. Elle avait tort. Si vous pensez que tout le monde mérite de savoir d'où il vient, commentez, trouvez la vérité. Si vous pensez qu'elle mérite cette famille, abonnez-vous, car ce qui va se passer ensuite vous redonnera foi en l'humanité. Stone s'adressa aux hommes du parc de Caravan, debout au centre d'un demi-cercle avec Lily à ses côtés. Elle était petite et bouleversée, essayant de ne pas montrer à quel point elle tremblait. Sa voix portait avec force et assurance à travers le parking. C'était la voix de quelqu'un qui avait guidé des hommes dans des situations sans réponse facile. « Mes frères, cette moto n'est pas seulement l'héritage de JT. Cette fille est peut-être de son sang. Et même si ce n'est pas le cas, elle a fait ce que nous n'avons pas pu faire. Elle a sauvé quelque chose que nous pensions perdu à jamais. Elle a sauvé quelque chose que nous pensions perdu à jamais. » Marcus, également connu sous le nom de Crow, s'avança. « Que proposes-tu, patron? » « Nous réparons la moto. Nous l'aidons. Et nous découvrirons ce qui est arrivé à JT et Maria. »
Les Hells Angels fonctionnaient de manière démocratique lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions importantes. La fraternité signifiait que tout le monde avait son mot à dire. Stone posa la question, sachant que cela ne fonctionnerait que s'ils répondaient ensemble. Qui est avec moi? 97 mains se levèrent à l'unisson. Il n'y eut ni hésitation ni question, juste une solidarité immédiate et absolue. Lily regardait, submergée par l'émotion. Ces hommes adultes la choisirent sans la connaître. Ils avaient choisi de l'aider sans rien attendre en retour et de se montrer comme personne ne l'avait jamais fait au cours de ses 20 années d'existence. Puis la police arriva, 2 voitures de patrouille roulant lentement dans le parking, gyrophares éteints mais toujours présents. Un officier sortit, la main près de sa ceinture, évaluant la situation avec des yeux qui avaient vu la violence des gangs et étaient prêts au pire. Nous avons reçu des appels concernant un trouble à l'ordre public, dit-il. Stone s'est avancé calmement, montrant ses mains et se présentant comme inoffensif malgré son mètre 82 et son autorité vêtue de cuir. Il n'y a pas de trouble, monsieur l'agent. Nous aidons simplement une jeune femme avec sa moto. L'agent a regardé Lily, a évalué son âge, a vu la moto et les 97 motards pacifiques qui ne bloquaient ni ne menaçaient personne. Il se tenait simplement dans un parking sous le soleil matinal. Sa main s'est éloignée de sa ceinture. « Restez calme, toujours, dit Stone. Les policiers partirent, mais les voisins restèrent, observant la scène. Certains étaient hostiles, d'autres curieux. L'atmosphère était passée de la peur à autre chose, mais tout le monde n'était pas convaincu. Crow s'approcha de Lily, l'inquiétude se lisant dans ses yeux sombres. « Vous vivez seul ici? » Elle acquiesça, incapable de parler. « Plus maintenant, je vais monter la garde pendant que tu finis la moto. Je ne peux pas te payer, » dit rapidement Lily, les mots sortant précipitamment de sa bouche sur un ton défensif et désespéré. « Je n'ai rien. » La réponse de Stone fut simple. « Bien sûr, tu as déjà payé. Tu t'es soucié de moi alors que personne d'autre ne le faisait. » Les hommes commencèrent à décharger des outils de leur sacoche avec l'efficacité de personnes qui avaient déjà fait cela d'innombrables fois auparavant. Ils sortirent un générateur portable, des lampes de travail, des clés, des douilles et d'autres outils que Lily ne savait pas nommer. Quelqu'un apporta un petit déjeuner de chez McDonald's. Le sac était chaud et sentait le sel et la graisse, le genre de matinée normale qu'elle n'avait pas connu depuis des mois. « Mange, » dit Stone en lui tendant le sac. Elle essaya de ne pas pleurer en mangeant son premier repas chaud depuis des jours. Elle échoua. Elle mangea quand même. Stone s'assit sur les marches de la remorque à côté d'elle pendant qu'elle mangeait. Sa présence rendait tout plus sûr et plus possible. JT était tout ce que je n'étais pas. Il était charismatique, intrépide et bruyant. J'étais la sérieuse. Il était le cœur. En 2006, il rencontra Maria. C'était la première fois que je le voyais se poser. Elle avait 19 ans. Il en avait 25. Elle avait fui des problèmes familiaux. Il lui a donné un endroit où se poser. Lily a écouté. Elle a reconnu sa propre histoire dans celle de Maria. L'écho de la fuite, la recherche d'un endroit où se poser et la découverte de quelqu'un qui tenait à elle. Ils prévoyaient de quitter le club et de prendre un nouveau départ. Puis, un jour, ils ont tous deux disparu, laissant tout derrière eux. Nous avons pensé qu'ils s'étaient enfuis ensemble, mais JT n'aurait pas laissé sa moto derrière lui. Il l'avait construit lui-même, pièce par pièce. Ce vélo était son âme sous forme métallique. « Pensez-vous qu'il leur soit arrivé quelque chose? » demanda Lily doucement. Le regard de Stone se perdit dans le lointain, fixant quelque chose que Lily ne pouvait voir. Je pense que quelqu'un voulait leur disparition. Il ne lui avait pas parlé des menaces que JT avait reçues, du club rival qui voulait le territoire du Texas et se moquait de qui serait blessé dans le processus. De la nuit où JT lui avait dit « Si quelque chose m'arrive, trouve la moto. La moto connaît la vérité. » Il ne lui avait rien dit parce qu'il ne voulait pas l'effrayer. Pas encore. Pas avant de savoir à quoi ils avaient affaire. Mais la sécurité l'enveloppait comme une couverture. La vérité se rapprochait à chaque outil qui s'ouvrait et à chaque homme qui lui souriait, à chaque instant qui prouvait qu'elle n'était plus seule. Même si le danger était implicite et que des questions restaient sans réponse, pour la première fois de sa vie, elle était entourée de personnes qui avaient choisi d'être là. Et cela changeait tout.
Le soleil de fin de matinée transformait le parc de caravanes en quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant. C'était un espace de travail rempli d'objectifs et d'esprit communautaire, et du genre d'énergie déterminée qui émane des hommes qui savent réparer les choses cassées. Des outils étaient éparpillés partout, protégés du sol par des bâches. Des pièces chromées brillaient au soleil. L'odeur âcre, industrielle, mais pourtant réconfortante du bout des 40, du métal frais et du café des thermos emplissait l'air. On entendait le cliquetis des cliquets et le grincement du métal contre le métal, ainsi que des conversations à voix basse et des voix rendues rauques par des années passées à rouler dans le vent. Tous ces sons créaient un rythme presque musical. La chaleur augmentait à mesure que le soleil montait dans le ciel. La poussière flottait dans l'air là où les bottes la soulevaient. Le goût de l'huile de moteur persistait au fond de la langue si l'on respirait suffisamment profondément. Marcus Williams prit Lily sous son aile avec la patience de quelqu'un qui comprenait que l'enseignement était plus important que la rapidité. Avez-vous déjà travaillé sur un moteur? Lily admit une fois qu'elle avait travaillé sur une tondeuse à gazon. J'avais 12 ans. Crow sourit, ses dents blanches contrastant avec sa barbe sombre. Alors vous êtes qualifié. Il lui a montré comment identifier les différentes pièces. Il lui a montré comment chaque pièce était reliée aux autres et comment l'ensemble de la machine n'était qu'une série de petits composants fonctionnant ensemble pour créer quelque chose de plus grand. Le démontage du carburateur. Vérifier la compression. Lire l'histoire que racontait le moteur à travers ses motifs, l'accumulation de carbone et la façon dont le métal avait été sollicité au fil des années d'utilisation. Elle était nerveuse. Ses mains tremblaient de peur de casser quelque chose d'important. Du calme, dit Crow. Le moteur ne juge pas. Il te dit simplement ce dont il a besoin. Elle se détendit, se concentra et commença à voir le moteur non pas comme un mystère, mais comme un puzzle qu'elle pouvait résoudre. Tout en travaillant, Crow lui fit part de sa philosophie, comme le font les mécaniciens, lui apprenant bien plus que le simple fonctionnement du métal. Les motos sont comme les gens. La plupart des gens voient la rouille et pensent que c'est de la ferraille. Mais la rouille signifie simplement qu'elle a vécu. Elle a résisté aux tempêtes. Elle est toujours là. Il la regarda d'un air significatif. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la survie. C'est pour ça que vous êtes tous venus, demanda Lily. Parce que vous voyez la survie? Nous sommes venus parce que Stone n'a pas souri depuis 15 ans. Quand il t'a vu debout à côté de cette moto, la protégeant comme si c'était de la tienne, comme si elle méritait d'être défendue, il a souri. D'autres moteurs se sont joints à l'enseignement, chacun apportant ses propres compétences et ses propres histoires, et faisant en sorte que Lily se sente moins comme une étrangère et plus comme quelqu'un qui avait sa place. Tommy Santos, surnommé Wrench pour des raisons qui sont devenues évidentes, lui a apporté des gants de travail. Un cuir épais, usé et souple. « Je ne peux pas te laisser saigner sur JT Spike, lui a-t-il dit. Il me hanterait. Il lui a montré comment bien tenir les outils, comment exercer une pression sans forcer et comment travailler plus intelligemment plutôt que plus dur. David Walsh, un vétéran de 60 ans, au mouvement délibéré de quelqu'un qui a appris à ne pas gaspiller son énergie, lui a raconté des histoires sur JT tout en réglant les soupapes avec des mains qui se souvenaient de chaque moto qu'elles avaient touchée. JT pouvait faire rire n'importe qui, même sous la pluie et même quand les choses allaient mal. Il avait le don de trouver de la lumière dans les endroits sombres. Il partagea avec elle son sandwich fait maison, emballé dans du papier ciré et encore frais. Elle essaya de refuser. Il insista avec la fermeté de quelqu'un qui n'accepterait pas de refus. Marcus Jr., le petit corbeau, âgé de 25 ans, qui avait l'énergie de son père mais pas encore son poids, se mit immédiatement à traiter Lily comme une petite sœur, sans poser de questions, sans juger, en l'acceptant simplement. Tu vas adorer rouler dessus quand il sera fini. C'est une liberté que tu n'as jamais connue auparavant, comme voler sans quitter le sol. En retirant la selle, Tommy trouva quelque chose. Sa voix monta brusquement d'excitation. « Hé patron, j'ai trouvé quelque chose. » Tout le monde se rassembla. Le travail s'arrêta. Toute l'attention se porta sur ce que Tommy sortait de sous le siège. C'était caché, délibérément dissimulé. C'était une pochette imperméable, scotchée à l'intérieur du cadre, où personne ne l'aurait trouvée à moins de la chercher spécifiquement ou de reconstruire complètement la moto. Stone l'ouvrit avec précaution,
les mains fermes malgré le tremblement de sa mâchoire. À l'intérieur se trouvait une lettre scellée dans du plastique et adressée à Stone, écrite d'une main qu'il reconnaîtrait entre mille. Il y avait également un certificat de naissance défraîchi, dont le nom était trop effacé pour être lisible. Une petite clé était attachée à une étiquette comportant des chiffres qui pouvaient être une adresse ou un code. Tout le parking retint son souffle. Stone fixa la lettre. Il ne l'ouvrit pas encore. Son regard croisa celui de l'IS à travers le cercle d'hommes. Pas ici. Pas maintenant. Sa voix était chargée d'une émotion qu'il avait du mal à contenir. C'est aussi ton histoire. Tu devrais être là quand on la lira. Madame Chun s'approcha prudemment, portant un verre de thé glacé en guise d'offrande pour les ouvriers. Crow l'accepta gracieusement, ses mains massives parvenant à paraître douces alors qu'il le prenait. Merci, madame. Madame Chin regarda Lily d'un œil nouveau. Ce sont de braves hommes, je le vois bien. La glace était brisée. Le quartier qui avait vu Lily lutter contre les moqueries commençait à la voir sous un autre jour. Les adolescents qui avaient filmé son humiliation s'approchèrent, balbutiant. C'est plutôt cool, en fait, dirent-ils. Levez-le. Wrench leva les yeux du chrome qu'il était en train de nettoyer. Vous voulez m'aider? Leurs visages s'illuminèrent comme si on leur avait offert quelque chose de précieux. Sérieusement, prenez des boîtes et taillez le son, je pense que les boîtes à outils. Je vais vous montrer comment nettoyer le chrome sans le rayer. La transformation se propagea dans le parc de caravanes comme la chaleur d'un feu. Les enfants regardaient avec fascination au lieu de mépris. Les adultes apportèrent des boissons, des collations, des assiettes en carton et proposèrent d'utiliser leur salle de bain, de petites attentions qui s'accumulèrent jusqu'à ce que toute l'énergie passe de l'hostilité à la curiosité, puis à l'accueil. Lily recula et regarda cette chose impossible se produire autour d'elle. Stone vint se tenir à côté d'elle, solide et sûr de lui, impressionnant. « Je n'ai jamais, commença-t-elle, la voix brisée. Je n'ai jamais vu ça. Des gens qui se présentent comme ça. Habitue-toi. » Après des heures de travail acharné, la moto se transforma sous ses yeux. La rouille fut éliminée, révélant l'acier en dessous. Le chrome fut poli jusqu'à briller comme un miroir, reflétant les nuages et le ciel. Les bosses furent martelées avec patience et habileté. De nouveaux câbles furent enfilés par des mains qui avaient déjà fait cela 1000 fois auparavant. De l'huile fraîche, sombre et propre, fut versée dans des chambres qui n'avaient contenu que de l'air pendant 15 ans. Le réservoir fut remis à neuf, en conservant la gravure pour honorer ce qui avait été sculpté. À 15 heures, la moto ne ressemblait en rien au cadavre que Lily avait ramené chez elle la veille. Elle ressemblait à une machine prête à respirer, à rugir et à revivre. Mais à l'intérieur de cette lettre scellée se trouvaient des mots écrits il y a 15 ans. Des mots qui répondraient aux questions que Lily avait portées en elle toute sa vie. Des mots qui changeraient à nouveau tout. Crow annonça « L'heure de vérité a sonné. Voyons si elle démarre. » Les hommes se rassemblèrent en cercle. Ce moment était l'aboutissement de leur travail. Lily se tenait à côté de Stone. Elle était assez proche pour sentir sa respiration. Assez proche pour partager ce qui allait suivre. Crow tourna la clé et appuya sur le démarreur. Le moteur toussa, il cracha, il s'éteignit. Le silence s'installa. La déception flottait dans l'air. Crow réessaya. Tout sautement, craquement, un grondement se fit entendre. Un rugissement explosa. La Harley était vivante. Le son résonna dans le parc de caravanes comme un coup de tonnerre, annonçant que les miracles existaient encore. Les motards, les voisins et les enfants qui avaient assisté à la scène poussèrent des cris de joie. Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Elle n'essaya pas de les cacher. Stone posa une main sur son épaule, une main ferme, chaleureuse, qui en disait long sans un mot. Elle était de retour. La moto ne se contentait pas de rouler. La vie de Lily commençait aussi à avancer. 97 inconnus s'étaient mobilisés pour une fille qui n'avait rien. Ils n'avaient rien demandé en échange. Si vous pensez que c'est ainsi que devrait être l'humanité, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Si vous ne supportez pas les gens qui ignorent ceux qui sont dans le besoin, commentez « C'est ça, la famille ». Car la lettre qu'ils ont trouvée est sur le point de révéler une vérité qui va tout bouleverser. À l'intérieur de la caravane de Lily, la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres nettoyées par des mains qui n'étaient pas les siennes, par des femmes qui étaient arrivées avec les motards et qui avaient simplement commencé à améliorer les choses avant qu'on leur demande.
Le petit espace qui lui avait semblé être une prison le matin même lui apparaissait désormais différent. Peut-être était-ce l'espoir ou le poids de la vérité sur le point d'être révélé. La lumière dorée de l'heure creuse baignait tout d'une lueur chaleureuse, adoucissant les ombres et donnant même aux meubles usés un aspect presque sacré. Stone tenait la lettre dans ses mains, qui avait tenu d'innombrables objets au cours de ses 58 années d'existence, mais jamais rien de tel. Lily était assise en face de lui sur une chaise pliante que quelqu'un avait apportée. Crow et les membres principaux se tenaient à proximité. L'atmosphère était solennelle, comme dans une église avant la confession. La lettre était écrite sur du papier jauni, froissé après avoir été plié pendant 15 ans. L'encre était décolorée, mais l'écriture était encore lisible et Stone l'aurait reconnue les yeux bandés. Il la déplia lentement, prit une inspiration tremblante et commença à lire à haute voix. Stone, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Soit je suis mort, soit j'ai dû disparaître si rapidement que je n'ai pas pu te prévenir. Sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge et continua. Maria est enceinte. Nous allons avoir une petite fille. Nous allions te l'annoncer le mois prochain, mais les choses se sont compliquées. Les Scorpions connaissent l'itinéraire de la cargaison que j'ai refusé de leur fournir. Ils ont menacé Maria, disant qu'ils la feraient disparaître si je parlais. Je ne peux pas laisser cela arriver. Lily porta la main à sa bouche. Stone continua à lire, sa voix devenant de plus en plus rauque à chaque mot. Nous partons ce soir. Nouvelles identités, nouvelle ville. Je cache la moto, car c'est la seule chose qu'ils pourront suivre. S'ils la trouvent, ils nous trouveront. La clé dans cette pochette ouvre un box de stockage à El Paso. Le box 127. Tu y trouveras tout ce que tu dois savoir. La caravane était si silencieuse qu'on pouvait entendre respirer. On pouvait entendre les cœurs se briser au ralenti. Si notre fille trouve un jour cette moto, dis-lui que ta mère et moi l'aimions avant même de la rencontrer. Nous avons fui pour que tu puisses avoir une vie. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu rester. Stone, prends soin d'elle si elle a besoin de toi. Tu es le meilleur homme que je connaisse. Ton frère, GTPS. L'acte de naissance est celui de Maria. Notre fille a ses yeux. La voix de Stone s'est complètement brisée sur la dernière ligne. Le silence s'est abattu comme un poids physique. Lily est restée figée, les larmes coulant sans retenue sur son visage, tout son corps tremblant à la vérité de tout cela. Ils ont fui pour me protéger. Ils m'aiment assez pour tout abandonner. Crow s'essuya les yeux brutalement avec le dos de la main. Il n'avait pas honte de ses larmes, mais elles le mettaient mal à l'aise. Les épaules du vieil homme tremblaient silencieusement. Wrench se détourna. Il ne pouvait plus regarder. Ils ont fui pour me protéger, murmura Lily. Stone acquiesça. Ils ne pouvaient pas encore parler. Oui, ils n'y sont jamais arrivés. On ne le sait pas encore, parvint à dire Stone. Stone parvint à dire, le garde-meuble. Crow prit l'acte de naissance et l'examina à l'aide d'une lampe torche que quelqu'un lui tendit. Maria Rodriguez, née en 1987 à El Paso, au Texas. Il regarda Lily avec des yeux qui en avaient trop vu. Et on en voit encore plus maintenant. C'est quand ton anniversaire? Le 15 mars 2005, murmura Lily. C'est là que j'ai été trouvé à l'hôpital. Les mains de Crow s'arrêtèrent. Il regarda à nouveau la lettre et vérifia la date inscrite en haut. La lettre de JT est datée du 10 mars 2005. Stone se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment dans le silence. Ils avaient prévu de s'enfuir le 10 mars. Tu es né le 15. Cela fait 5 jours. Que s'est-il passé pendant ces 5 jours? Demanda Lily, mais personne n'avait encore la réponse. Stone prit une décision avec la certitude de quelqu'un qui avait passé 15 ans à attendre ce moment. Nous partons pour El Paso ce soir. Je ne peux pas, commença Lily. Je n'ai pas d'argent pour la famille, dit Stone, et ses mots eurent un tel poids que tout le reste devint insignifiant. La famille n'a pas besoin d'argent. Le garde-meuble d'El Paso renfermait 15 ans de silence. Ce qu'ils y trouveraient permettrait soit de tourner la page, soit de rouvrir des blessures qui n'avaient jamais cicatrisé. Le voyage commença au coucher du soleil. 97 moteurs se réchauffèrent alors que le jour s'éteignait, et quelque chose de nouveau luttait pour naître. L'autoroute s'étendait vers l'est en direction d'El Paso sous un ciel qui passait de l'orange au violet, puis au bleu profond à mesure qu'il roulait. Le soleil couchant était derrière eux, comme s'il les poursuivait vers la vérité.
Lily était assise à l'arrière de la moto de JT, la moto de son père, les bras enroulés autour de la taille de Stone. Elle sentait le moteur vrombir entre ses jambes et dans sa poitrine, où son cœur battait trop vite pour qu'elle puisse le compter. Le vent était chaud sur son visage. Le ciel était immense au-dessus d'eux. L'odeur de l'asphalte, de la sauge et de la pluie lointaine était portée par un air qui avait le goût d'un mélange de liberté et de peur, si intense qu'ils étaient indissociables. Le bruit des moteurs était en parfaite harmonie. 97 motos créaient une symphonie de tonnerre qui roulait à travers le paysage texan, obligeant les autres conducteurs à se garer sur le côté juste pour les regarder passer. Au début, elle était terrifiée. C'était de la vitesse, la vulnérabilité et la façon dont la moto se penchait dans les virages, exigeant une confiance qu'elle n'était pas sûre d'avoir. Mais ensuite, quelque chose a changé. La terreur s'est transformée en exaltation et en compréhension de la raison pour laquelle son père avait construit cette machine. Elle a compris pourquoi les gens consacraient leur vie à la moto et pourquoi la liberté devait être ressentie dans ses os avant que son cerveau puisse la comprendre. C'est ça la liberté, pensa-t-elle. Cette pensée lui donna envie de rire et de pleurer en même temps. Ils roulaient en formation parfaite en V1. Stone et Lily étaient au centre. Crow et le vétéran les flanquaient comme des gardes. Les autres s'étalaient derrière eux en ligne symétrique, témoignant de leur discipline, de leur fraternité et de leurs années passées à rouler ensemble. Leur phare créait une rivière de lumière qui coulait sur l'autoroute sombre. Lorsqu'ils passaient, les autres conducteurs klaxonnaient parfois ou levaient le poing en signe de solidarité, reconnaissant qu'il se passait quelque chose de sacré. Stone cria par-dessus le bruit du moteur, sa voix atteignant à peine ses oreilles. Ton père a construit cette moto pour des moments comme celui-ci. Parle-moi de lui, cria-t-elle en retour. Il croyait que les choses cassées méritaient une seconde chance. Il croyait que la famille était un choix, pas une question de sang. Ces mots la touchèrent profondément. Comme tu m'as choisi, comme quand tu as choisi de sauver sa moto alors que personne d'autre ne le ferait. Ils s'arrêtèrent pour faire le plein à une station-service peu après minuit, et les moteurs se ruèrent sur les pompes avec une efficacité militaire. Ils étaient organisés et respectueux, payant avant de faire le plein et remerciant d'un signe de tête le pompiste aux yeux écarquillés qui n'avait probablement jamais vu 97 Harley arriver en même temps. Une serveuse du restaurant attenant leur apporta du café gratuit et des gobelets en papier, les mains légèrement tremblantes, mais avec un sourire sincère. « Où allez-vous tous? » demanda-t-elle. « Crow, une réunion de famille, répondit-il, et c'était la chose la plus vraie que quelqu'un ait dite de toute la nuit. La patrouille de routière les a dépassés une fois. Un policier d'État a ralenti, a évalué la situation, puis a salué respectueusement avant de poursuivre sa route. La fraternité reconnaît la fraternité, même à travers des uniformes, des codes et des façons de servir quelque chose de plus grand que soi différent. Pour la première fois de sa vie, Lily se sentait vraiment protégée, non pas par des murs, des serrures ou la distance, mais par des personnes qui avaient choisi de l'entourer de leur présence, de leur force et de leur refus de la laisser affronter cela seule. À mesure que la nuit s'intensifiait, les étoiles envahissaient le ciel d'une manière que les citadins ne verraient jamais. L'air du désert se rafraîchissait et devenait vif, donnant l'impression de respirer quelque chose de pur et de vivifiant. Les bras de Lily étaient fatigués à force de s'agripper, mais elle ne lâcherait pas prise, ne relâcherait pas son étreinte. Elle allait enfin quelque part. Enfin, vers des réponses plutôt que loin de la douleur. Ils arrivèrent à El Paso à 2 heures du matin. Les lampadaires étaient aveuglants après des heures d'obscurité. La ville dormait, inconsciente de l'événement monumental qui se déroulait dans ses rues. Ils s'arrêtèrent devant un entrepôt entouré d'une clôture grillagée et de rangées d'unités identiques. Tout était fermé, verrouillé et plongé dans l'obscurité. Stone sortit la clé de sa poche. Le portail était équipé d'un clavier numérique. Il essaya les chiffres gravés sur le porte-clés. 0315. La date d'anniversaire de Lily. Le portail cliqua et s'ouvrit. Un agent de sécurité sortit d'un petit bureau avec une lampe torche, prêt à protester, mais il vit alors le nombre impressionnant de motos. « Vous ne pouvez pas être ici à cette heure tardive, » dit-il. Stone lui montra la clé. Unité 127. L'attitude de l'agent changea, une lueur de reconnaissance passa sur son visage.
C'est l'unité qui est payée depuis 15 ans. Renouvellement automatique. Quelqu'un a continué à payer. Lily sentit son souffle se couper. Qui a payé? L'agent vérifia son ordinateur. Le vieil écran brillait d'une lueur bleue dans l'obscurité. Le paiement provient de la section Hells Angels West Texas. Tout le monde regarda Stone. Son visage exprimait un véritable choc, le genre de choc qu'on ne peut pas simuler. Je n'ai pas autorisé cela. Quelqu'un a utilisé nos comptes sans permission. La voix de Crow était calme. Patron, seuls les membres ayant accès aux finances pouvaient faire cela. Réalisant que Dawn avait raison, JT avait mis en place des paiements automatiques avant de partir. Il savait que je continuerais à gérer les comptes du club. Il savait que je ne laisserais jamais le club fermé. La voix de Stone, empreinte de chagrin, continua. Il avait prévu cela, que quelqu'un finirait par trouver la moto, la lettre et cet endroit. Il avait laissé des indices pendant 15 ans. Stone déverrouilla l'unité 127. La porte roulante grinça, brisant le silence de la nuit en s'ouvrant. La lumière de la lampe torche révéla ce que JT et Maria avaient laissé derrière eux. Des cartons étaient empilés soigneusement. Il y avait un lit bébé encore dans son emballage qui n'accueillerait jamais l'enfant auquel il était destiné. Des vêtements pour bébé étaient pliés et prêts. La valise de Maria était posée là comme si elle venait de la déposer. Au fond, à peine visible dans la lumière des lampes torches, se trouvait un coffre-fort. Un coffre-fort. Une protection familiale qui s'étendait sur 15 ans. La vérité était à portée de main. Tout était sur le point de changer à nouveau. Le coffre-fort était vieux, sa serrure à combinaison usée par des années d'inutilisation. Il attendait dans l'obscurité des mains qui ne reviendraient jamais. Stone essaya d'abord la date d'anniversaire de JT, les chiffres que ses doigts connaissaient depuis l'enfance. Rien. Il essaya ensuite la date d'anniversaire de Maria, calculée à partir de l'acte de naissance qu'ils avaient trouvé. Toujours rien. La voix de Lily rompit le silence. Elle était calme mais assurée. Et c'est le mien. 03155. Stone entra les chiffres. La serrure cliqua. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, éclairé par les faisceaux légèrement tremblants d'une lampe torche tenue par des mains qui avaient cessé de trembler depuis des décennies, ils trouvèrent ce qui restait de 2 vies brisées, une caméra vidéo de 2005. La technologie était déjà dépassée, mais elle fonctionnait encore. Toujours en attente. Il y avait un bracelet d'hôpital avec le nom Baby Girl Rodriguez, écrit à l'encre délavée, une enveloppe adressée à notre fille, d'une écriture appartenant à une femme qui n'avait jamais pu élever son enfant, et une coupure de journal pliée au bas et jaunie par le temps. Stone déplia la coupure avec des mains qui savaient ce qui allait suivre, des mains qui avaient cherché cette vérité pendant 15 ans et redoutaient de la trouver. Sa voix était creuse lorsqu'il lut le titre. 2 personnes retrouvées mortes dans un accident lors d'une tempête dans le désert. 14 mars 2005. Les autorités identifient 2 corps retrouvés près de l'autoroute 10 après une violente tempête de poussière. James Maddox, 32 ans, et Maria Rodriguez, 19 ans, tous deux originaires d'El Paso. Accident de moto impliquant un seul véhicule. Aucun acte criminel n'est suspecté. L'horrible vérité s'abattit sur tout le monde comme un poids qui ne se lèverait jamais. Ils avaient presque réussi. Juste un jour avant la naissance de Lily et un jour avant qu'ils ne disparaissent complètement pour recommencer à zéro, ils ont eu un accident. La voix de Crow rompit le silence. « Attendez, Lily est née le 15 mars. S'ils sont morts le 14 mars, alors... » « Ma mère m'a mise au monde après l'accident, » murmura Lily, comprenant soudain avec force. Elle était en train de mourir, et pourtant... Stone prit la caméra vidéo, ses mains tremblant encore plus fort que lorsqu'il avait lu la lettre. Miraculeusement, la batterie était encore chargée, comme si quelque chose l'avait préservée pour ce moment précis. L'écran s'alluma. La vidéo montrait une chambre d'hôpital avec un éclairage fluorescent agressif et des machines qui émettaient des bips rythmiques et insistants. Maria était allongée dans son lit, à peine consciente, tenant un nouveau-né enveloppé dans des couvertures d'hôpital rose. Son visage était meurtri et sa peau était trop pâle. Ses yeux avaient du mal à faire la mise au point, mais elle tenait sa fille dans ses bras. La voix de JT venait de hors-champ, tremblant si fort que les mots s'entrecoupaient presque. « Maria, chérie, reste avec moi. Reste avec moi, s'il te plaît. »
La voix de Maria était faible et s'éteignait à mesure qu'elle parlait. Promets-moi, promets-moi qu'elle comprendra. Promets-moi qu'elle saura. Je te le promets. Je le jure sur tout ce que je suis. Maria tourna son visage vers la caméra, vers la fille qu'elle savait ne jamais pouvoir élever, vers l'avenir qu'elle laissait derrière elle. Petite fille, nous t'aimons. Nous nous sommes enfuis pour te donner une chance. Tu t'appelles Lily, comme ma grand-mère. C'était une femme forte. Sois forte, toi aussi. Elle ferma les yeux. La machine se mit à biper frénétiquement. Nous pouvions entendre la voix de JT sanglotant hors champ. Non, non, Maria. Reste, s'il te plaît. La vidéo passa au noir. Lorsqu'elle reprit, l'horodatage indiquait plusieurs heures plus tard. JT était assis seul, tenant le bébé Lily dans ses bras. Son visage était couvert d'achymose et son bras était dans une écharpe de fortune. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais il essayait de se ressaisir pour la caméra, pour sa fille et pour le message qu'il savait devoir laisser. « Lily, commença-t-il, je ne sais pas si tu verras jamais cette vidéo. Ta maman n'a pas survécu. L'accident était grave, mais elle a tenu bon assez longtemps pour te rencontrer, te donner un nom et t'aimer. Sa voix s'est brisée, mais il a continué. Je suis gravement blessé moi aussi, ma petite fille. Les médecins disent que c'est une hémorragie interne. Ils ne savent pas si je vais m'en sortir non plus. » Il a regardé directement la caméra, sa fille qu'il était sur le point de perdre. « Je vais te laisser à l'hôpital. Je vais m'assurer qu'on te retrouve et que tu sois en sécurité. Les scorpions ne peuvent pas te faire de mal s'ils ne savent pas que tu existes. » Stone trouvera cette vidéo un jour. La moto le mènera jusqu'à toi et tu sauras que tu étais aimé. L'amour est tellement puissant. Il embrassa la tête du bébé, un geste si tendre et empreint d'adieu qu'il semblait trop sacré pour être vu. « Sois forte, Lily. Sois forte, comme le signifia ta mère et ton prénom. » La vidéo se termina. Le local de stockage contenait 97 motards, qui pleuraient tous. C'étaient des hommes adultes qui avaient connu la guerre, la violence et la mort sous des formes que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Et pourtant, ils étaient réduits aux larmes par la vérité sur ce que coûte l'amour, ce que les parents sacrifient et ce qui est perdu lorsque les gens bien essaient de fuir le mal et que celui-ci les rattrape. Lily sanglotait, serrée dans les bras de Stone qui pleurait dans ses cheveux. Tous deux pleuraient les personnes qu'ils avaient perdues et celles qu'ils n'avaient jamais vraiment eues. Des personnes qui avaient aimé si passionnément que, 20 ans plus tard, leur amour résonnait encore à travers du métal rouillé, des vidéos cachées et des paiements automatiques qui avaient maintenu l'espoir vivant dans un box de stockage que personne ne visitait. La vérité s'imposait, complète et terrible. Ses parents étaient morts en la protégeant. JT l'avait laissé à l'hôpital pour lui sauver la vie et il était mort de ses blessures quelques jours plus tard. Les scorpions ne l'ont jamais trouvée. Elle a survécu parce que 2 personnes ont tout donné. « Je les ai cherchés pendant des années, » dit Stone, la voix brisée par le chagrin. « Je ne savais pas que tu existais. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. »« Tu m'as trouvé maintenant, » dit Lily à travers ses larmes. « Tu m'as trouvé quand j'avais besoin de toi. » Stone lui tendait de l'enveloppe adressée à notre fille. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite par Maria pendant sa grossesse. Elle l'avait écrite pendant la brève période où elle pensait pouvoir élever cet enfant, devenir mère et voir sa fille grandir. « C'est à toi, » a dit Stone. « Lis-la quand tu seras prête. » Les parents de Lily ont tout donné pour qu'elle puisse vivre. 2 inconnus sont devenus des héros dont le monde n'a jamais entendu parler. Si vous pensez que leur sacrifice est important, abonnez-vous. Si vous pensez que Lily mérite d'honorer leur mémoire, commentez « Ils étaient des héros », car ce qui s'est passé ensuite prouve que l'amour ne meurt jamais. Une semaine plus tard, le clubhouse de l'ouest du Texas sentait le barbecue, l'huile de moteur et le genre de rire qui viennent des gens qui ont pleuré ensemble et qui en sont sortis plus forts. Le coucher de soleil peignait tout en doré. Il transformait les rangées de Harley garées à l'extérieur en sculptures de lumière et d'ombre. Il donnait au monde entier une impression de chaleur, de possibilité et de sécurité. Lily avait changé. Ce n'était pas seulement son lieu de vie qui avait changé. Elle vivait temporairement dans une chambre du clubhouse pendant qu'il l'aidait à trouver un appartement abordable. Elle avait également changé à d'autres égards. Elle travaillait à temps partiel au garage de Wrench, apprenant des compétences qui lui permettraient de se nourrir et de se loger.
Elle avait changé de manière plus profonde. Elle souriait et riait désormais et regardait les gens dans les yeux au lieu de regarder le sol. Elle apprenait à conduire avec Crow comme professeur patient, prenant des cours qui portaient autant sur la mécanique des motos que sur la philosophie de vie. Elle économisait de l'argent pour la première fois de sa vie et se construisait quelque chose qui ressemblait dangereusement à un avenir. Stone rassembla tout le monde, sa voix portant au-dessus de la foule de motards, de leurs familles et de leurs enfants qui couraient entre les motos et les chiens se prélassant dans les derniers rayons du soleil. Frères, sœurs, familles, il y a une semaine, nous avons retrouvé JT Spike. Nous avons trouvé plus que cela. Nous avons trouvé la fille de JT. Des applaudissements éclatèrent. Ils étaient sincères et chaleureux, remplissant l'air du soir d'un son qui ressemblait à un mélange de célébration et de justification. Lily Rodriguez Maddox. Stone fit une pause pour laisser le nom composé s'imprégner et regarda les yeux de Lily s'écarquiller lorsqu'elle comprit qu'elle appartenait à la fois à sa famille biologique et à celle qu'elle avait choisie, prouvant ce que nous avions toujours su. La famille n'est pas seulement une question de sang. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là, ceux qui restent et ceux qui se battent. Il brandit un gilet en cuir noir avec des ailes rouges et blanches brodées dans le dos. Son nom était brodé avec un fil qui durerait des décennies. Lily, l'héritage de JT. Porte ce gilet signifie que tu es protégé pour toujours. Cela signifie que tu es chez toi. Acceptes-tu? Le visage de Lily était baigné de larmes, mais elle souriait plus largement que Stone ne l'avait jamais vue. Oui. Il le posa sur ses épaules, et 97 voix s'écrièrent à l'unisson. « Bienvenue à la maison, Lily. » Crow sortit la JT Spike, entièrement restaurée, dont le chrome brillait comme de l'argent liquide au coucher du soleil. « Il est à toi maintenant. C'est ton héritage. » Lily passa sa main sur la gravure qui avait tout déclenché. « GTM. » C'étaient des lettres que son père avait gravées dans le métal parce qu'il avait besoin de revendiquer quelque chose comme sien. Il avait besoin de marquer son existence d'une manière qui lui survivrait, et c'était le cas. 20 ans plus tard, ces 3 lettres avaient ramené sa fille à la maison. « Peut-on ajouter quelque chose ?» demanda-t-elle. « N'importe quoi » répondit Stone. Elle demanda à Range de graver « Lily 2025 » sous les initiales de JT qui avaient été trouvées par sa fille. Puis ils écrivirent « Lily » sur la moto de JT pour la première fois, la désignant comme sa propriétaire légitime, Stone à ses côtés. 97 motos les suivirent dans les rues, qui les regardaient passer avec une sorte de respect mêlé d'admiration. Ils se rendirent au cimetière où JT et Maria étaient enterrés ensemble. Leurs corps avaient été retrouvés, identifiés et inhumés dans une concession que Stone avait achetée 15 ans auparavant. Il l'entretenait chaque mois et apportait des fleurs pour les personnes qui, selon lui, l'avaient abandonné. Sur les tombes, Lily déposa des lits blancs, car c'était la signification de son prénom, et parce que Maria avait choisi ce prénom pour une raison précise. Elle lut à haute voix la lettre de Maria, celle qu'elle avait écrite pendant sa grossesse, et sa voix était plus forte qu'une semaine auparavant, tandis que les mots résonnaient dans le cimetière. « Ma fille, tu as été conçue dans l'amour. Tu es faite de courage et d'espoir. Ne laisse jamais le monde te dire que tu n'es pas à la hauteur. Tu viens d'une lignée de combattants. Sois féroce, sois libre, sois aimé. Je le suis. » Lily dit cela devant les tombes de ses parents, à l'univers qui les avait emportés trop tôt, mais qui n'avait pas complètement gagné. Je suis enfin libre. 6 mois ont passé, comme le temps passe quand on vit sa vie au lieu de simplement survivre. Lily roule désormais avec assurance. Le vent souffle dans ses cheveux plus longs et plus sains, qui brillent au soleil alors qu'elle se penche dans des virages qu'elle craignait auparavant. Elle a travaillé au garage et a enseigné à une jeune fille le fonctionnement des moteurs. Elle transmettait ce que Crow lui avait appris, la façon dont le savoir se transmet de génération en génération. Elle vivait dans un petit appartement que les anges l'avaient aidé à obtenir. Ils se sont portés garants lorsqu'elle n'avait pas de crédit et ont répondu pour elle alors qu'elle n'avait pas d'antécédents. Ils étaient là pour elle comme une famille. Les dîners du dimanche au Clubhouse sont devenus un rituel. Elle se rendait régulièrement sur les tombes, apportait des fleurs et parlait à ses parents qui ne pouvaient pas lui répondre, mais dont elle savait enfin qu'ils l'avaient aimée. Le sourire était devenu son état naturel. Elle riait plus facilement.
Vivre ressemblait moins à un combat et davantage à une existence dans un monde qui avait de la place pour elle. Sa voix véhiculait des images de transformation. Il y a 6 mois, j'ai dépensé mes derniers 40 $ pour une moto rouillée. Je pensais acheter un moyen de transport. En fait, j'achetais mon histoire, ma famille et mon avenir. La moto m'a conduit vers des gens qui ont choisi de m'aimer alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, et vers des réponses dont je ne savais pas que j'avais besoin. JT et Maria ont risqué leur vie pour me protéger. Ils sont morts en essayant de me donner une chance. Stone et la confrérie ont veillé à ce que cette chance ne soit pas gâchée. Avant, je pensais que j'étais seul, brisé et que je ne comptais pas. Maintenant, je connais la vérité. Elle était assise à un croisement un mardi après-midi lorsqu'elle l'a vue. Une adolescente assise sur le trottoir, l'air perdu, comme seuls les enfants en fugue peuvent me l'être. Son sac à dos contenait tout ce qu'elle possédait. Ses yeux scrutaient les environs à la recherche de menaces. Son langage corporel criait « Laissez-moi tranquille », mais elle avait désespérément besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle. Lily reconnaissait ce regard. Elle l'avait vécu. Elle avait été cette fille 6 mois auparavant et toute une vie auparavant. Elle arrêta son vélo. « Ça va ?» La fille se mit immédiatement sur la défensive. « Je vais bien. Je le sais, Lily, » dit-elle doucement. « Je connais ce genre de ça va. » Pause. Les yeux de la fille se rempliront de larmes, mais elle se retint. « Tu as faim? » La fille acquiesça. Elle ne pouvait pas parler. « Viens, » dit Lily en lui faisant signe de monter à l'arrière du vélo. « Je connais des gens qui peuvent t'aider. Pose de questions. Viens simplement. » La fille hésita. Tous ses instincts lui disaient de ne faire confiance à personne, de ne pas espérer, de ne pas croire que quelqu'un se souciait d'elle. Puis elle acquiesça et grimpa à l'arrière de la moto de JT. Elle s'agrippa fermement tandis que Lily roulait vers le clubhouse, où le coucher de soleil peignait le ciel des mêmes couleurs qu'il y a 6 mois, lorsque tout avait changé. Il s'avère, dit Lily, sa voix couvrant le bruit du moteur, la distance, le temps lui-même, que les motos cassées et les personnes brisées ont quelque chose en commun. Entre de bonnes mains, elles ont toutes deux une seconde chance de rouler. Le moteur rugit. Le ciel s'embrassa d'or, d'orange et de violet. Et quelque part au-delà de ce monde, JT et Maria regardèrent leur fille accomplir ce qu'ils avaient tenté de faire avant de mourir. Donner à quelqu'un une chance de vivre. Lily dépensa 40 $ et trouva une famille parce que 97 inconnus refusèrent de la laisser rester invisible. Ses parents moururent en fuyant ceux qui voulaient les réduire au silence, ceux qui les menaçaient, ceux qui croyaient que le pouvoir signifiait écraser quiconque se dressait sur leur chemin. Les scorpions. Le système qui l'a abandonné, le monde qui classe les gens en 2 catégories, ceux qui comptent et ceux qui disparaissent. Ils ont tous échoué. Ils voulaient effacer Lily. Ils voulaient que JD et Maria soient oubliés. Ils voulaient enterrer cette histoire. Mais vous êtes là. Vous avez regardé. Vous en avez été témoin. Et cela signifie qu'ils n'ont pas gagné. Si vous pensez que des personnes comme Lily méritent mieux que d'être abandonnées, cliquez sur s'abonner. Ne laissez pas l'algorithme enterrer les histoires importantes. Si vous ne supportez pas les systèmes qui rejettent les enfants dès qu'ils ne sont plus rentables, commentez « Elle n'est plus seule » et dites-nous d'où vous regardez. Ensemble, créons une carte des personnes qui refusent d'accepter un monde où des jeunes de 20 ans dorment dans des caravanes et meurent dans l'anonymat. Si vous vous êtes déjà senti brisé ou insignifiant, partagez cette histoire. Quelqu'un dans votre entourage a besoin de l'entendre. Cette personne a besoin de savoir que 30 balles et un vieux vélo peuvent tout changer lorsque les bonnes personnes se présentent. Les méchants de cette histoire sont ceux qui l'ont abandonnée, ont menacé ses parents et voulaient la faire disparaître. Chaque abonnement est un vote contre ce monde. Chaque commentaire est une déclaration selon laquelle nous voyons les invisibles. Chaque partage est la preuve que l'amour survit au mal. Tout le monde mérite une chance. Si vous pensez que les personnes brisées méritent quelqu'un qui se batte pour elles, abonnez-vous si vous vous opposez à un monde qui classe les gens en 2 catégories, ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Et partagez cette histoire si vous refusez de laisser une autre Lily affronter le monde seul. Merci d'avoir écrit avec nous. Merci de l'avoir vu. Merci d'avoir prouvé que 97 inconnus peuvent changer une vie et qu'une histoire peut toucher 97 000 cœurs. Nous avons d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires de personnes que le monde a essayé d'effacer, mais qui se sont battues et ont gagné.
Abonnez-vous pour ne pas les manquer. Chaque vue est un pied de nez à ceux qui ont dit que ces histoires n'avaient pas d'importance, que ces personnes n'avaient pas d'importance, que ce qui est brisé reste brisé. Ils ont tort, et nous allons le prouver.